pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président de l'association archéologique Aristide Fabre, dont le siège est à Sainte-Maxime, qui compte 162 adhérents actuellement. Bien, donc le vin romain. Alors qu'a-t-il de particulier? Eh bien, le vin romain, c'est déjà une autre période. C'est une conception de consommation qui est complètement différente de la nôtre, des goûts différents, des symboles différents. Et ça tombe bien que nous fassions cette conférence pour le vin nouveau, pour le Beaujolais nouveau, parce que ça découle du même esprit. Donc je vais vous parler du vin romain sous 3 angles. Dans la conception romaine, le vin nectar des dieux, cette relation particulière avec les dieux, le vin qui est une consommation ostentatoire à l'époque romaine, une manière de se distinguer, et également le vin et la gastronomie. Donc le vin, ici, est représenté par le dieu du vin, Dionysos. Donc c'est une mosaïque qui est tout à fait symbolique. Et le vin, c'est par la magie de l'ivresse qui fait oublier les soucis. Alors je sais bien que vous ne buvez pas à ce point-là, mais pour les hommes, on oublie les soucis et on est projeté dans un autre monde. Donc dans les temps les plus anciens, ça crée un lien avec la divinité, avec la religion, et c'est un facteur clé du vin, c'est cette qualité première. Le vin, c'est aussi la couleur du sang, c'est la vie. Et c'est pourquoi les fêtes dionysiaques chez les Grecs et bacchanales chez les Romains se faisaient en l'honneur du dieu et marquaient une étape dans la vie des humains, notamment pour la prise de la toge. On est enfant, on est bébé, puis enfant, et avant de devenir un citoyen, eh bien, il fallait une cérémonie et où on invoquait les dieux, donc Bacchus. Donc il y a une distinction à faire. Quand on parle de bacchanal, on voit des scènes horribles, mais il y a cet aspect religieux qui sous-tend la fête à Bacchus. C'est la prise de la toge, c'est-à-dire que le jeune homme devient un membre de la cité, un membre citoyen. On retrouve d'ailleurs dans les populations africaines cette façon de procéder. C'est pas avec le vin, mais ces jeunes qui sont dans la nature sont barbouillés, sont peints complètement et abandonnés à eux-mêmes pour vivre pendant une année au moins, en se débrouillant pour survivre, pour tailler les outils, style flèche et pointe de silex, se débrouiller pour trouver de la nourriture et pour s'habiller. Et quand la peinture a disparu complètement de leur corps, eh bien ils regagnent le village où ils sont accueillis comme étant passés à l'âge adulte. Donc j'insisterai un peu tout à l'heure sur ce passage, cette prise de toge. Le vin, c'est aussi, dans les textes anciens, notamment l'Ancien Testament, qui est le plus vieux livre du monde, il y a 150 mentions à la vigne et au vin. Le Nouveau Testament aussi, bon, c'est plus près de nous, il y a 2000 ans, mais les noces de Cana, je suis la vigne, vous les sarments, mon père est le vigneron, et l'Eucharistie, c'est peut-être pas le fait du hasard, s'il y a le partage du pain et du vin, buvez ceci et ceci est mon corps, mangez ceci, c'est mon corps, buvez ce vin, c'est le calice, c'est mon sang. Eh bien, on retrouve dans cette filière, ce que je vous indique, c'est la valeur du vin considérée comme le sang, comme la vie. Alors je passerai aussi sur la croix, souvent il y a une erreur d'interprétation.
on entend dire, oui, le Christ a été malmené quand il était sur la croix, le centurion lui a remis au bout d'une éponge du vinaigre, mais il faut savoir que c'était plutôt un geste de compassion, parce que les Romains buvaient le vin, surtout les légionnaires, qui avaient un petit peu tourné, c'était du vinaigre. Mais ça coupait la soif, mélangé à de l'eau, c'était très efficace. Donc le vin, voilà, célébration mystique qui relie les hommes aux dieux, et dans les civilisations, ça engendre en Grèce la tragédie notamment, et l'art lyrique, in vino veritas. Alors Dionysos, chez les Grecs, il est le fils de Zeus et de Sémélé. Il va s'appeler Bacchos, qui va devenir Bacchus chez les Romains. Alors, il faut éliminer une idée, comme je le disais tout à l'heure, que les bacchanales, c'est l'enivrement. C'était mal vu chez les Romains d'être enivré. C'est un usage modéré qu'on doit faire du vin, car le boire pur, c'est le fait des barbares. Et les Romains ont su utiliser l'attrait du vin par les Gaulois quand il y avait une bataille, parce qu'ils laissaient volontairement piller les caves avant le combat. Et notamment la bataille d'Aix contre les Teutons en est très significative. Voilà une belle grappe. Le vin, donc, c'est un nectar constaté 7700 ans avant Jésus-Christ. Donc les hommes du néolithique le buvaient, notamment en Iran. On a trouvé des dépôts rougeâtres d'acide tartrique, et ceci avec de la résine dans des petites jarres. Donc ça montrait qu'à cette époque, ils le consommaient. Cette vigne est issue d'une vigne sauvage qui s'appelait Vitis vinifera sylvestris, ou lambresque. C'est l'ancêtre de nos vignes. En fait, c'était une liane qui peut atteindre 30 mètres de long. Alors on en discutait tout à l'heure avec le représentant de Varmatin. On ne sait pas quand les hommes ont pu découvrir la vigne et en faire du vin. Peut-être d'autres découvertes archéologiques nous permettront de le voir. On sait simplement que le raisin est ramassé depuis le Paléolithique, c'est-à-dire entre 500 000 à 120 000 ans avant Jésus-Christ. Alors un exemple très concret, à Terra Amata à Nice, la grotte préhistorique, on a trouvé des pépins qui avaient 400 000 ans déjà d'existence. 400 000 ans, c'est pas très loin, c'est chez nous. Dans la Marne, on a trouvé un fossile vieux de 50 millions d'années, un cep de Cézanne, d'une vigne très robuste. Alors nos amis les Égyptiens sont aussi intéressés à la vigne. Vous avez là une tombe royale, c'est celle de Sénifère à Luxor, 4000 ans avant Jésus-Christ environ. Et on a retrouvé là les plus anciennes jarres qui ont contenu du vin et qui étaient mises avec la sépulture royale. Donc cette tombe de Sénéfer est très connue par la qualité des peintures. Et il y a ici tout un symbole. Les ceps prennent racine sur la terre des vivants, donc c'est ce qu'on voit sur la partie basse, sur la partie haute, et s'épanouissent dans le domaine des dieux. Elles produisent leurs fruits divins dans l'espace des dieux. Entre les deux, il y a le pharaon défunt qui se fait l'intermédiaire des humains, entre les humains et les dieux. C'est vous dire, pour illustrer l'importance de la vigne, du vin, qui est le breuvage des dieux. Donc ça a persisté jusqu'à la période romaine avec leur interprétation. La culture de la vigne s'opère entre 6000 avant Jésus-Christ et 5000 avant sur les rives de la mer Caspienne, en Palestine, en Mésopotamie,
en Jordanie, en Israël, en Égypte. Elle arrive en Grèce 2500 ans avant Jésus-Christ, puis l'Afrique du Nord, l'Espagne et l'Italie, tardivement 1000 avant Jésus-Christ, jusqu'aux Grecs de Marseille, 600 ans avant Jésus-Christ, quand ils s'implantent à Marseille. Mais les Grecs, eux, vont cultiver la vigne pour eux ou pour le négoce. Ils ne planteront pas du tout en Gaule, c'est l'œuvre des Romains. Voilà Bacchus, on voit qu'il a peut-être abusé un petit peu. Assis sur son tonneau. Donc, l'avantage, c'est ce vin permet une conservation, un transport facile, contrairement à l'hydromel ou à la bière qui se buvait dans les parties du Nord. Après la conquête romaine, le marché va exploser parce que ce sont les Romains qui vont l'implanter en Gaule. Et pourquoi? Parce que c'est le produit le plus vendu au monde. Donc les vignes vont se multiplier dans tout l'Empire. Après la conquête romaine, ça va être les vignes à Arles, à Orange, à Fréjus, à Béziers, en Bourgogne, en Aquitaine, en Normandie et même en Moselle. Les vignes actuelles donc viennent de très loin. Et ce sont les légionnaires démobilisés après les campagnes qui vont s'installer et que vont-ils cultiver? Prioritairement la vigne, puisque ça se vend bien, et l'olivier. Alors l'exemple est manifeste chez nous à Pardigon, où dans les deux villas du bord de mer, il y a une culture intensive du vin qui se vend bien. Il faut dire qu'au départ, on a sur le Rhin 100 000 hommes, 100 000 légionnaires pour contenir des attaques éventuelles des Teutons. Donc ils boivent du vin, ils ne boivent pas de la bière. Alors au départ, le vin vient d'Italie et au fur et à mesure des démobilisations, de l'implantation de ces légions en Gaule, eh bien, ils vont recevoir un vin qui sera meilleur, qui sera plus de la piquette. Voilà un angelot qui s'occupe des feuilles de vigne. En fait, il ramasse aussi un peu de raisin parce que ça fait partie des gestes religieux quotidiens des Romains. Quand on part, on fait couler quelques gouttes sur le sol. En priant, on prie les dieux. Et donc, comme encore une fois, c'est un liquide divin, eh bien, on prie. Ou on fait un serment, ou on fait un sacrifice avec des gouttes de vin. On peut partager également avec les morts sur leur tombe, puisque le vin, c'est le vin de l'immortalité. On le voit bien notamment à Mamet, qui est le plus grand cimetière romain connu. Eh bien, il y a des ouvertures pratiquées sur les tombes pour permettre aux vivants de venir trinquer avec les morts. Donc ils prennent une coupe de vin et puis ils en boivent et ils partagent avec les restes de leurs ancêtres. Ça fait partie du quotidien des Romains. Voilà un cercle divin. Si on dépasse l'image, vous voyez, c'est un cercle qui est le symbole de la divinité, qui ne peut pas être appréhendé, il n'y a pas d'angle pour s'accrocher. La boisson est une boisson assimilée au sang versé, donc c'est un lien aussi étroit avec la guerre et l'élite qui fait la guerre. Donc c'est le premier carburant des peuples guerriers. D'abord les Perses, les Carthaginois, les Ibères, les Celtes, et rappelons-nous plus près de nous les Poilus, quand ils allaient à l'attaque, il y avait le monte-en-ligne, c'était un alcool pour leur donner du courage. C'était pas pour eux l'aspect religieux, c'était pour oublier un peu le contexte. Alors ce brave homme s'appelle Lycurgue, c'est une mosaïque de Délos, fin du 3e avant Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les bacchanales étaient la fête en l'honneur de Bacchus.
Chez les Grecs, c'était les mystères dionysiaques qui relient les humains aux dieux. Dionysos était le dieu du vin, mais aussi de la végétation. Et ceux qui l'empêchent sont punis. Vous voyez ici Lycurgue, qui est le roi de Thrace. Il avait osé frapper une nourrice de Bacchus. Donc la terre, appelée à l'aide, va métamorphoser la nourrice en cep de vigne, dont les sarments, brusquement développés, vont l'étouffer. Ça lui apprendra d'avoir nui à, c'était la légende évidemment, à Bacchus. Une autre mosaïque qui se trouve dans une salle à manger de Pompéi. Et comme dit Pline, l'homme doit au vin d'être le seul animal à boire avant sans soif. À boire sans soif. Donc celui-ci, il a bien aimé, il veut continuer et il conseille, la vie est brave, l'espoir fragile, venez tant que les lampes brûlent, buvons. J'ai oublié d'amener le Beaujolais. Donc le vin, comme je l'ai dit, doit être bien traité, c'est une boisson divine. On va y consacrer le meilleur de la vaisselle, le plus beau, le plus raffiné. Un petit peu, si je fais une comparaison, monsieur le curé n'est pas là, avec les calices d'or qui contiennent le sang du Christ, eh bien les objets qui étaient dédiés à la boisson étaient très recherchés. Donc là, c'est la volonté aussi d'une consommation ostentatoire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on boit le vin, non pas pur chez les Romains, mais mêlé à l'eau. Alors, il y a d'autres qualités, ça c'est de l'argile, mais il y a aussi du verre. Voilà, suivant. Donc, vous voyez, ces vases qui sont absolument superbes, la qualité du verre, qui montre l'importance du vin. Les vins, alors, quel goût avaient-ils ? D'après ce qu'on a pu lire, c'était des vins doux, épais, puissamment alcoolisés et fort au goût, mais toujours coupés d'eau. Donc c'est difficile d'imaginer pour nous le goût de ces vins qui pouvaient être coupés à l'eau de mer pour être consommés avec les huîtres, bitumés à la poix, mélangés à des aromates brûlés, macérés d'épices, de miel, etc. Donc il y avait beaucoup de variétés. Par exemple, en Égypte, il y avait la maréotique, qui est un vin blanc doux qu'adorait Cléopâtre. Il y avait en Grèce le vin de Chios, un vin rouge doux qu'aimait Horace. En Syrie, du chalibon des rois de Perse. À Rome, le falerne, un rouge très apprécié, mais aussi très alcoolisé, de grande garde. Donc c'est un vin qu'adorait Pline. À Messine, le mamertin, un vin sec, qui était le vin de César. Alors tout ça a été transporté dans des jarres, des amphores par voie maritime, ou à partir du IIIe siècle, dans des tonneaux inventés par les Gaulois, en bois de chêne à fort tanin. Alors voilà quelque chose de fort intéressant, une pièce magnifique qui est exposée en ce moment au petit musée de Cavalère, qui représente en fait une bouteille en argile décorée d'Ulysse attaché au mât de son bateau qui revient de faire la guerre et qui rentre à Ithaque, son île. À gauche, on voit de charmantes jeunes femmes qui veulent le faire couler, l'amener sous l'eau. C'est les sirènes qui sont en train de chanter, vous voyez, elles ont des harpes, elles essayent de le faire couler. Mais ça montre aussi tout le côté culturel qui est attaché au vin et qui était servi en même temps de voir l'influence des Grecs, puisque ça c'est Homère, l'Iliade et l'Odyssée, et que le monde grec avait bien assimilé.
Alors, quelle était la couleur des vins? C'était les mêmes que les nôtres, plus simples. On avait du vin blanc, du vin jaune qui était fait du blanc séché, du vin rosé, du vin rouge et du vin noir qu'on ne fait plus actuellement. Les vins, les grappes étaient séchées souvent sur pied ou sur tuile pour permettre une concentration du sucre. Donc on voit cela notamment en Franche-Comté avec le vin jaune ou dans le concentré qui pratique dans le Jura. Alors il y avait un entourage évidemment, il n'y avait pas d'électricité, donc on avait en haut des lampes pour s'éclairer et de la vaisselle. Ceci a été trouvé à Pardigon avec de la vaisselle qui accompagnait le repas. Elle a une belle cruche de Vaison-la-Romaine, pour ceux qui l'ont visitée il n'y a pas longtemps. Elle est caractéristique parce qu'elle est de couleur un peu grise et elle a le bec pincé, ce qui fait la reconnaître immédiatement quand on fait une fouille. Donc elle permettait le service de l'eau, et puisque, comme je l'ai dit, le vin était mélangé à l'eau. Alors le vin avait des vertus médicales pour les Romains. C'était pas seulement ce que j'ai dit, mais c'était beaucoup plus, compte tenu du rapport avec les dieux, il y avait quelque chose de magique. Et chez les Romains, on avait 4 sortes de médecins. On avait des chirurgiens, des diététiciens, des oculistes et curieusement des prescripteurs de vin. Voilà. Mais ça, ils ont oublié au temps moderne, on ne nous prescrit plus. Notamment le vermouth. Pour les vertus curatives du vin, l'acide lactique de la fermentation évite la prolifération des microbes sur les organismes. Donc c'était considéré comme diurétique, purgatif, et même en usage externe antiseptique. C'est ce que nous dit Hippocrate, le médecin. Alors voilà une vaisselle de luxe, tout ça vient de Pardigon, Pardigon 2, Pardigon 3, vaisselle de luxe qui accompagne le repas, parce que on appelle cette vaisselle sigillée du terme sigillata, sigillatum, c'est-à-dire marque, parce que le nom du propriétaire est souvent marqué au fond du bol ou au verso du bol. C'était souvent, en très grande majorité, fabriqué dans ce qu'est la France actuellement, à Gros-Fezanque, dans l'ouest de la France. Donc voilà le cérémonial du service du vin, qui servait donc, comme j'ai dit, de consommation ostentatoire, gastronomie. Vous voyez à droite, ici, voilà, ici c'est le chauffage, c'est l'eau chaude. Là c'est le repas qui est servi. Ici il y a les fioles d'eau avec la tassée, l'eau froide. Voilà, c'est très pompeux, les esclaves arrivent pour le service. Donc on veut épater ses invités, donc il y a tout un folklore qui entoure la boisson. Alors, des passoires qui étaient magnifiques, qui récoltaient les débris qui auraient pu subsister quand même. Donc j'ai parlé des vins grecs, j'ai parlé des vins romains, mais il y avait aussi des vins gaulois, notamment l'allobrogique, qui était cultivé près de Vienne, qui était très célèbre. Près d'Alba, le carbonica, c'était le préféré de Pline l'Ancien, et en Aquitaine, le biturica. C'est peut-être de là que vient l'expression se prendre une biture. Hein. Vous voyez, on avait même du verre, des cruches en verre. Alors le verre, c'est une invention récente. En Italie, c'est le 2e siècle avant Jésus-Christ, et en Gaule,
On n'a pas encore retrouvé, lors des fouilles, de verre de ces périodes. Les plus anciens sont du 1er après Jésus-Christ. Donc ces cruches permettaient de boire des grands crus qui avaient une très longue garde. Alors le premier, le meilleur, c'était le Sécube, qui était le vin d'Auguste, qui était cultivé près de Naples. Le deuxième, c'était le Falerne. Alors le Sécube fait caractéristique de notre région. Il y a eu 6000 amphores de Sécube, quand on imagine le prix que ça représentait, qui ont été trouvés dans une épave au large ici, près de l'île du Levant. Donc si vous voulez boire du Sécube, vous plongez, il y en a 6000. Ensuite il y avait le Falerne, l'Albe, le Sorrente, qui étaient les plus connus. La conservation peut être exceptionnelle. Par exemple, en 121 avant Jésus-Christ, sous le consulat d'Opimius, le vin avait, nous dit Pline, une garde de 200 ans, car c'était une année exceptionnelle. C'est vraiment extraordinaire, un vin qui reste 200 ans. Il y avait une température idéale. Alors on le transportait, vous imaginez bien, comme le verre est fragile, on prenait des précautions. Donc voilà un fourreau pour le voyage, pour le transporter, que l'on voit, une mosaïque que l'on voit au musée du Bardo en Tunis. Et là, que se passe-t-il dans une tête de femme? Il y a beaucoup de choses, mais là, c'était aussi du vin. Alors je ne vais pas, tout le monde sait que je suis un peu phallocrate, je vais me garder de faire une méchanceté aux dames, que j'admire. Voilà. Et donc on avait une fête en l'honneur des vendanges qui se situait fin août, la Vinalia, avec des sacrifices, avec des repas, des processions, en l'honneur du dieu des dieux, Jupiter et de Bacchus. Donc, consommation ostentatoire, voilà un gobelet raffiné, très spécial, donc qui va illustrer le style de vie spécifique à l'élite romaine. C'est un moyen de domination qui suscite l'admiration et l'envie et devient une marque de supériorité. Alors, quand on lit Lucullus, le gastronome, il nous cite des lits de table couverts de pourpre, coupes ornées de pierreries, des musiciens, des danses, etc. Donc il y a tout un folklore. Voilà encore une bouteille en verre. Donc il servait aussi des plats de toutes sortes, des gâteaux extraordinaires et qui faisaient l'admiration des ignorants. Une cruche noire superbe, donc on servait des viandes, des poissons, himmel sucré-salé, ça nous surprend un petit peu. Donc comme je l'ai dit, vin servi chaud ou à température, suivant le désir des convives. On avait aussi des cornes en verre, magnifiques. Si vous visitez le musée de Cologne, on le voit, cette corne est vraiment superbe, qui servait pour la dégustation. Donc voilà la carte des grands crus italiens. Les Romains avaient comme nous des AOC. Donc les principaux crus se trouvent au sud de Rome. Alors donc ça permet une relation sociale qui facilite la sympathie et l'éducation, nous dit Plutarque. Mais est-ce que les choses ont bien changé? C'est bon. Non. Est-ce que les choses ont bien changé? Quand on reçoit, eh bien nous, Français, on met sur la table non pas une bouteille de bière, mais une bonne bouteille de vin, et ça classe son invité. Alors, les Romains avaient des AOC pour les vins, mais aussi pour les huîtres. Ostria, Ria. Donc il y avait des huîtres dans les lacs
Et quand on a fouillé en 2004 le vivier des Sardinots à Sainte-Maxime, on a retrouvé des restes de repas, notamment des coquilles d'huîtres très grandes, qui avaient fait le régal des Romains qui l'avaient consommé. Donc nous, ça nous surprend parce que les huîtres, on les aime, mais pas au point d'avoir des classements et de prendre avec du vin. Donc là, le vin, c'était du vin plus de l'eau de mer, quand on le consommait. Alors, notamment, on voit ça à Baia, pour ceux qui ont visité l'Italie. Il y a des viviers très importants. Il y a, comme dit Lucullus, et aux zones, une érudition du bouquet. Il y a une recherche effrénée de la jouissance, du goût. Alors, comment se cultivait la vigne? Eh bien, c'était pas comme maintenant où on a des vignes à 1 mètre du sol à cause du Mistral qui l'a fait rabaisser, mais les plantations se faisaient à 1,20 m de profondeur. On laissait exposer au soleil, au gel et à la pluie. Et avant la plantation, on purgeait tout ce qu'il pouvait y avoir de racines et on plantait avec des plantoirs. Alors, on a ici une illustration de la cueillette. Vous voyez que la vigne n'était pas au ras du sol mais en l'air. Ça évitait que les animaux ne viennent manger les raisins. Au sol, ça les protégeait. C'était aussi une économie parce qu'on faisait courir la liane sur les oliviers. Donc en même temps, on avait une meilleure productivité du terrain qui était à la fois consacré aux oliviers et à la vigne. Donc c'était des échalas qui faisaient environ 3 mètres de hauteur. Alors on coupe à la serpette, vous voyez ici le travail de ces esclaves, et on met dans des corbeilles. Vous en avez une au sol ici, donc on voit la serpette ici, et voilà, ici le panier. Donc c'était un panier en osier, très fin, enduit de pois, parce qu'il ne fallait pas perdre le jus. Dès le départ, encore une fois, le vin est sacré, donc le jus de raisin doit être protégé, et il est ramené ainsi à la cave romaine. Donc voilà, autre exemple, là on voit bien la serpette, ici, vous voyez, qui est arrondie. Alors, il y a ce genre d'activité, le panier, qui est porté à dos, d'activité dans une cave reconstituée, romaine, près de Beaucaire, où tous les ans, ils font la cueillette à la mode romaine, et ils vont presser les raisins à la mode romaine. Oui. Donc là, voilà, même exemple. Alors, on est en musique, parce que on voit ici, c'est, encore une fois, c'est la fête. Donc, vous voyez ici, le musicien et les esclaves qui sont en train de ramasser le vin, c'est déjà la fête. Ensuite. Puis on le transporte. On le transporte toujours dans des cuves étanches, de manière à ne pas perdre le jus qui pourrait s'écouler. Ensuite, arrive le foulage, donc il danse. Les conseils grecs, avoir les pieds propres, ça paraît évident, sans blessure, interdit de cracher ou de transpirer. Bon. Le maître, obligatoirement, doit être absent, de manière à ce que ces esclaves
ait le droit de parole, puisse parler librement contre le maître. C'est une tradition. Donc quand se déroule cette phase, le maître s'en va et les esclaves s'en donnent à cœur joie. Oui. Alors après ce foulage, vous voyez le foulage au pilon, donc vous voyez que j'ai rien inventé, on a pris des photos de documents d'époque romaine, en cadence, avec cette fois des bâtons pour aider à écraser le raisin. Ensuite, donc on a ici une autre façon de le voir, c'est le foulage qui se fait en musique. On travaille en cadence avec un musicien souvent, voire un orchestre, et après il y a une filtration à travers un tamis d'olivier en direction des dolias pour la fermentation. Donc il n'est pas rare qu'il y ait autour beaucoup de musique. C'est à la fois donner du cœur à l'ouvrage aux esclaves, mais c'est aussi la fête du vin, la vignala, qui commence. Alors, quand on a fini cette phase, arrive une autre phase, c'est le pressurage qui se fait avec des poutres, on va l'illustrer tout à l'heure, des poutres qui abaissent soit à la main par les esclaves, mais ces poutres font de l'ordre de 800 kg à 1 tonne, et on va presser le marc qui se trouve à l'intérieur pour récolter un deuxième jus. On a eu le premier jus qui a été pressé au pied, et le deuxième jus est fait mécaniquement. Et quand le marc sera asséché, eh bien, il va servir de piquette pour les esclaves. Oui. Alors, à titre d'exemple, Forum Bocconi, pour ceux qui l'ont fréquenté, nous l'avons dégagé, on peut dire nous, avec les éléments du pressoir, qui est bien visible. Voilà, alors les deux jumelles, comme on appelle, c'est-à-dire au milieu, il faut imaginer ici une grande poutre, et l'évacuation du jus se fait ici. Et c'est récolté, donc, dans un bac, et le fond est un peu arrondi parce que ça va permettre la récupération de déchets éventuels. Et quand on a fini cette opération, eh bien, ça va être le poissage. C'est-à-dire qu'on va mettre dans des dolias, dans des jarres, le jus de raisin, et pour éviter qu'il ne soit piqué, on va le poisser. C'est-à-dire avec de la résine d'arbre de pin ou du cèdre, voire de l'encens ou de la myrrhe. Ceci pour éviter donc le vinaigre. Alors, on utilise le vin fumé pour la charcuterie et liquoreux, vin cuit au miel, mou, parfois des plantes aromatiques. On fait de savants mélanges. Ensuite, voilà une image de cave, notamment celle-ci, c'est une cave romaine de Cognac. Donc, il faut savoir que dans le traitement, on a aussi du collage au blanc d'œuf pour clarifier le vin, ce que pratiquent encore certains vignerons. Voilà, toujours. Le plâtrage pour raviver les couleurs, ou de la cendre, ou de la craie, ou du marbre pour l'acidité. Et si le vin a tendance à trop fermenter, eh bien on le met dans des amphores et on les place dans les puits, où l'eau froide va le reprendre. Alors, autre lieu qui nous est cher, c'est les Toulons dont je parlais, près de Riance, la plus grande cave, deuxième plus grande cave romaine. Donc, vous voyez ce qu'on appelle les doliums, qui sont en place, ils sont étêtés parce qu'il y a eu des travaux de labour au cours de ces 2000 ans qui l'ont un peu ravagé. Mais c'est une cave qui en contenait 400. Donc, une énorme cave.
Alors quand c'est rempli, eh bien, on va boucher, on va laisser émerger simplement le haut du dolium, de manière à ce que le maître de chai puisse ouvrir et vérifier, et on rajoute, nous dit Columel, 10% d'eau qui vont s'éliminer par ébullition progressivement. Alors, autre vue de Riance, ceux qui viennent souffrir avec moi, c'est un plaisir. On dégage toute cette zone, on refait les murs ici. Là, c'était le pressoir, qui est à environ 3,50 m au-dessus, avec des bacs récupérateurs ici. Et le stockage, là, vous avez vu tout à l'heure 2 rangées, mais il y en avait encore beaucoup d'autres. Oui, ensuite. Et voilà notre chai de Pardigon. Donc la villa romaine, donc on est à Pardigon 3, la villa romaine, les patios, il y en a plusieurs, les appartements du maître, les thermes qui sont ici, et le chai qui est conséquent. Donc d'après les éléments, ce chai comportait 100 dolias, ce qui représente 1700 hectolitres. Ça nous donne une idée de la production du vin chez nous. Donc là, on voit bien dans cette représentation que c'est la partie haute du dolium qui émerge. Voilà un exemple de repas romain. On en a eu fait, qui était sympathique. Donc, le vin de Carenum avec des tartinettes de figues, pegatum, donc le foie gras poêlé et compote de figues, etc., etc. Je vous laisse le dire. Du fenouil au miel et à la coriandre, de la purée de pois chiches avec de l'ail et du cumin, c'est peut-être une des choses qui nous surprend le moins. Du melon en salade assaisonné d'huile d'olive, sel, poivre, aromates de Provence, assez proche de ce qu'on connaît. Les petits magrets de canard fumés à la sauce, fromage de chèvre et olive, gâteau aux poires, etc. Donc une de nos amies avait reconstitué, on avait fait un repas de cette sorte, c'était sympathique. Avec les vins, 3 vins, donc le Carenum, le Turiculé et le Mulsum, qui est le vin le plus sucré, qui va bien avec le foie gras ou les desserts. Alors je vous parlais tout à l'heure de cette cave qui se trouve près de Beaucaire, hein, j'en fais pas de publicité, je ne suis pas partie prenante, mais on a fait plusieurs fois la visite, elle est intéressante parce qu'elle est située sur une ancienne cave romaine, elle a été reconstituée par des archéologues, Jean-Pierre Brun, donc, que je salue ici, malgré les malheurs qui lui arrivent en ce moment, et Tchernia, 2 archéologues émérites. Donc on voit très bien ici ce qu'on appelle les jumelles, voilà, ces 2 blocs. Au milieu, la poutre qui fait ici 800 kg et qui va s'abaisser sur le mât qui est contenu à l'intérieur. Donc c'est des plaques de bois qui sont enlevées progressivement au fur et à mesure que la poutre s'abaisse. On va les enlever pour pressurer jusqu'au fond et récupérer ici le jus qui sera mis dans ces dolias. Donc c'est très fort, donc il fallait, compte tenu de la puissance de la poutre, que le toit soit solide. Donc là, il veillait à mettre un tonnage important de pierre au-dessus pour soutenir les jumelles et que ça ne fasse pas éclater le toit. Oui. Donc le vin est fait, maintenant on va le livrer. Donc on voit les destinations depuis l'Italie, la Gaule, la Sicile, la Sardaigne, la Grèce, la Turquie. Donc il y avait un commerce intense. Donc c'est d'abord des amphores qui vont servir à cela, mais on va en reparler ensuite. Donc voilà le transport
qui peut se faire par bateau, mais aussi dans des charrettes. Donc on voit qu'il y a une consommation sur place en cours de route. Un brave homme qui est en train de boire, gaillardement, ici. Voilà, il est en train de boire. Et puis un autre qui a un peu trop bu. Non, il réfléchit. Oui, peut-être qu'il réfléchit. Donc voilà, un mode, c'est une mosaïque aussi intéressante. Ensuite, voilà, où le service, donc il y a une dégustation au tonneau. On va chez le marchand, on fait une dégustation de qualité des vins avec des pipettes, qui n'a pas beaucoup changé, des cruches, et on déguste avant d'acheter. Oui. Voilà, le transport maritime se fait essentiellement par ces 3 amphores. À gauche, donc c'est l'amphore celle-ci, c'est ce qu'on appelle la gauloise. Pourquoi? Parce qu'elle est à fond plat. Ensuite, donc elle est venue après, au 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au 5e. Avant et pendant, on a la gréco-romaine. Et enfin, celle-ci, qui est la bétique, qui vient d'Espagne, et qui sert surtout au transport d'huile. Déjà, l'Espagne fournissait beaucoup d'huile. Donc c'est cacheté avec du bouchon de liège au-dessus de l'argile, et souvent un tampon avec le nom du propriétaire du vin, celui qui livre. Alors, vous remarquerez que c'est pratique. Le tonneau dans les bateaux, c'est pas l'idéal parce que ça bouge un peu. C'est très pratique par voie terrestre. Mais par contre, là, pour les bateaux, la forme qui est un peu courbe permet de mettre sur 3 hauteurs avec des blocages. Ce qu'on voit très bien d'ailleurs au musée de Saint-Raphaël, où il y a une mise en scène de ces constructions, de ce transport d'amphores. Alors on a ici, et j'en terminerai dans ma présentation, les amphores dont je parlais tout à l'heure, les 6000 amphores de Cécube qui dorment au fond de la mer, près de l'île du Levant, et entourés de poissons. Alors il y a eu des essais de dégustation. Je crois que c'est Jean-Pierre Brun qui en avait sorti, et ils avaient eu la surprise de voir le vin rouge quand ils l'avaient vidé dans les carafes, mais évidemment le goût avait complètement changé parce que l'eau de mer finit par pénétrer et transformer. Alors ce vin, ça paraît surprenant qu'il ait conquis l'ensemble du monde romain, mais encore une fois, c'est parce que c'est le produit le plus vendu au monde, et il avait une telle valeur, surtout au départ, que, nous dit Diodore de Sicile, on échangeait une amphore de vin contre un esclave. Et un esclave, c'est un tracteur à l'époque, hein, c'est vous dire l'importance qu'avait le vin. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Si vous avez des questions, j'espère ne pas vous avoir endormi comme le vin. Donc si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. À part un échange avec les esclaves, est-ce qu'il y avait des traces du prix en sesterces par exemple de ce vin? Alors j'ai pas une idée précise parce qu'il a varié beaucoup. C'est-à-dire au départ, quand il est implanté en Gaule, il vaut très cher parce qu'imaginez le prix d'un vin qui vient du Var, qui a été fabriqué ici et qui va sur le Rhin, donc il vaut très cher. Mais au fur et à mesure que les légions sont démobilisées, que ces légionnaires vont avoir en affectation des terres qu'ils vont cultiver en vigne,
on va se rapprocher du Rhin. C'est comme ça qu'on arrive à la Moselle. Et donc, je ne suis pas capable de vous dire le prix qu'il avait. Là, c'est l'extrême que je vous ai indiqué. Il y a une chose qui m'a frappé dans les fouilles que nous avons faites, notamment à Sainte-Maxime, sur un oppidum de l'âge du fer. J'ai fait faire une analyse de cendres d'un foyer que j'avais trouvé sur un côté de l'oppidum. Et à ma grande surprise, eh bien, il démontrait qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, sur cet oppidum, eh bien, on consommait du vin avec de la viande bouillie. Et c'était une moitié de surprise parce que lorsqu'on a fouillé ce site, on a trouvé des amphores romaines qui provenaient donc de l'Italie et donc au IVe siècle. Donc ça démontrait, il y a eu une corroboration de ce qu'on avait trouvé dans les fouilles. Mais c'est très connu que c'était l'élite qui pouvait boire le vin, qui avait les moyens de le payer. Et c'est pas l'esclave ou le dernier de la tribu qui pouvait le consommer. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils cultivaient la vigne. La vigne, c'est vraiment les Romains qui l'ont implantée. Donc ils procédaient par échange, on donnait des amphores de vin et on payait en échange. L'esclave, c'est le cas extrême, mais on donnait du matériel et pour nous ici, des produits manufacturés, des vêtements que faisaient les femmes, qu'elles faisaient bien puisqu'elles tissaient, et également des pierres, chères à mon ami Frédéric, des pierres qu'on trouve à Colobrières, je perds le nom, les grenats, merci, que les Athéniennes mettaient au cou et que les guerriers mettaient au pommeau de leur épée, comme décor. Puis c'était une pierre semi-précieuse à cette époque. Autre question? Est-ce que l'utilisation des amphores a perduré après l'invention des tonneaux? Oui. Oui. Oui, les amphores continuent à être faites jusqu'au 5e siècle, 5e, 6e siècle. Et notamment dans cette cave que je vous montrais tout à l'heure près de Beaucaire, qui a fabriqué elle-même ce type d'amphores gauloises, qui font référence, parce qu'on les retrouve un peu partout dans le monde romain, ce fond plat de l'amphore. Oui, ça persistait. Malgré le tonneau. Le tonneau a été utilisé beaucoup par voie terrestre, parce que c'était plus facile. Et parce qu'on devient une civilisation gallo-romaine et plus seulement romaine. Ouais, tu as fait référence au vin noir. Je n'ai jamais entendu parler du vin noir, qui ne se fait plus, et que les Romains produisaient. Oui. Qu'est-ce que le vin noir? Alors le vin noir, c'est une cuisson particulière qui est faite des grappes de raisin et qu'ils font ensuite sécher et qui produit cette couleur noire. J'avoue que je l'ai découvert en travaillant ce sujet, mais j'ignorais qu'ils avaient ce vin noir. C'est dû à travers les textes de Jean-Pierre Brun, notamment. Oui, c'est assez curieux. D'ailleurs, les goûts dont on a parlé sont des goûts romains qui nous surprennent. Et quand on déguste un vin rouge qui est ressemblant, on ne trouve pas du tout de comparaison avec ce qu'on a actuellement. C'est pourquoi dans cette cave, en accord avec les archéologues, ils ont choisi 3 vins typiques différents en se basant sur Columel et les auteurs de cette époque pour identifier. Alors, Est-ce que, oui. est-ce que le vin résiné que l'on consomme en Grèce se rapproche de ce vin-là? Tout à fait. Tout à fait. Le vin résiné ressemble au vin jaune du Jura et tout à fait à ce que pratiquaient les Romains. D'ailleurs, en Jura, ils affirment que
les Romains avaient cultivé la vigne chez eux. Je ne pourrais pas le dire, mais enfin, les archéologues jurassiens l'affirment. Mais tout à fait, c'est exactement le même type de vin. Arbois. Sachant qu'ils mettent ce vin, le vin jaune, en tonneau, ils le laissent pendant 5 ans et qu'il perd à peu près 20% en 5 ans, 20% de sa substance, avec un dépôt qui se forme, qu'ils appellent la mer là-bas, la mer MERE, qui protège la surface du vin. Et c'est très bon en consommation, avec une truite au vin jaune, un poulet au vin jaune, c'est excellent, si vous passez dans ce pays. Autre question éventuelle? Qu'est-ce qu'on envisage de faire avec les 6000 enfants? Pardon? Qu'est-ce qu'on envisage de faire avec les 6000 Ah, enfants? alors je crois qu'elles sont au fond de l'eau, qu'elles vont y rester. Parce que les archéologues ont mis un filet au-dessus pour éviter qu'elles ne soient volées. Mais elles sont au fond de l'eau, identifiées, et elles ne bougeront pas. Alors le problème, c'est quand on sort une amphore, on la fragilise. On la fragilise parce qu'à l'air, elle s'abîme. Donc il faut un traitement particulier. Donc ils ont fait un essai avec une amphore, avec ce que je disais, là, la qualité du vin qui n'est plus du vin. Maintenant, elle en a la couleur, mais c'est pas du vin. Mais ça reste au fond de l'eau. C'est à quelle profondeur? C'est vrai que tu es plongeur, mais tu vas pas pouvoir y aller. J'avoue que je sais pas. Je crois que j'ai une trentaine de mètres, pas très profond d'après ce qu'on m'a dit. D'une épave, donc, un bateau qui s'est échoué contre l'île du Levant, qui a cherché probablement un abri, puisqu'à cette époque-là, les 3 îles étaient grecques. On a fait le tour de la question. Je vous remercie de votre patience.